Bonjour, dans cette 11e capsule vidéo, on va parler de mesures de tendance centrale, puis en particulier s'il y a des mesures qui sont plus appropriées que d'autres. Donc, par exemple, si on partait ici d'un exemple où on a une série ordonnée de 175 tailles, la taille des gens, ici on pourrait être intéressé à savoir, bon, ben, on a 175 données, est-ce qu'on est capable de représenter, d'avoir un bon aperçu global, dans le fond, de cette distribution-là. Donc, oui, on va voir le calcul, l'utilité de la moyenne là, pour faire le calcul puis avoir la moyenne des tailles, par exemple, et aussi les autres mesures de tendance centrale, mais l'important, ça va être d'aller au-delà du calcul, parce que si l'objectif, c'est de calculer la moyenne, ben, les outils technologiques peuvent le faire beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement que nous. Donc, l'idée, ça va être vraiment de comprendre le sens de la moyenne pour être capable après d'interpréter cette mesure de tendance centrale-là ou d'autres pour une série de données comme celle-là. Donc, l'objectif de la capsule se colle à l'objectif spécifique du cours qui est d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires, en probabilité et en statistique. Donc, on va parler de moyenne, de médiane et de mode, puis un peu d'étendue aussi, dans le but de préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, la situation est la suivante. Donc, on veut prendre une décision à partir de statistiques qui nous sont données. Donc, on a la situation de la fabrique de Spunz. Donc, j'applique à la fabrique de Spunz et on me dit que pour ce travail-là, en fait, le salaire moyen, le patron me dit ça, le salaire moyen est de 6 000 par personne. Donc là, je me dis que c'est un salaire mensuel moyen. Donc, je me dis, oh, 6 000 par mois fois 12, 72 000 c'est un très bon salaire. Donc, je suis intéressé par ce travail-là. Et finalement, une fois embauché, on me dit que, ben oui, la moyenne est bien de 6 000 mais que je vais finalement être un employé. Les employés, ben, ils gagnent 2 000 par mois. Donc, ce n'est pas. Mon salaire est finalement 3 fois moins attrayant. Donc, on peut se poser la question, est-ce que la mesure est, la moyenne, est-ce que c'est une mesure qui est toujours fiable? Donc, si le patron ne m'a pas menti, il ne m'a pas dit, c'est pas faux que la moyenne est de 6 000 Par contre, euh, si on regarde ici la distribution de données, on voit qu'il y a 10 employés qui gagnent 2 000 par mois. On a 5 contremaîtres qui gagnent 4 000 par mois. On a les parents du patron qui gagnent 6 parents qui gagnent les parents, ouais. Il y a 6 parents qui gagnent 5 000 par mois. On a le frère qui gagne 20 000 par mois. Et le patron, lui, qui gagne un salaire très, très lucratif de 48 000 par mois. Donc, si on fait la moyenne, on va décortiquer en fait ces données-là pour bien voir si la moyenne est bien de 6 000 que la médiane est de 4 000 et que le mode est de 2 000 et voir un petit peu comment ça a été important d'avoir plus d'informations que juste le salaire moyen. Donc, si on regarde ici les salaires mensuels par personne en milliers de dollars, puis qu'on analyse ces données-là, donc comme on disait, on a 10 employés qui gagnent 2000 etc., jusqu'à ici, chez notre patron qui gagne 48 000 par mois. Donc, on a 23 données. Le mode ici est bien 2. Pourquoi? Bien, le mode, c'est la donnée la plus fréquente, ou on pourrait dire la donnée qui est à la mode, celle qui revient le plus souvent. Donc, c'est effectivement donc, la plupart, en fait, le salaire qui revient le plus souvent dans la compagnie, c'est 2000 par mois. La médiane, elle, c'est si on les place toutes en ordre, les salaires, ça va être la donnée du milieu, exactement au milieu. Donc, dans ce cas-là, si on a 23 données, ben, on va avoir, dans le fond, une donnée, vu qu'on a un nombre impair de données, on va avoir une donnée qui est vraiment au centre, et on va avoir, dans le fond, 11 données qui sont avant elle et 11 données après elle. Elle, ça va être la 12e donnée à ce moment-là. Donc la 12e donnée, si on compte à partir du début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cette 12e donnée-là ici va être de 4 000 par mois et on en a 11 données avant et 11 données après elle. La moyenne, elle, si on fait la somme des salaires moyens, des salaires mensuels et qu'on divise par le nombre de personnes qui y travaillent, donc on va avoir 138 000 par mois divisé par 23 personnes qui travaillent, ce qui donne bien
6 000 par mois. Donc, le patron n'avait pas menti, c'est vraiment, il avait donné la moyenne. Par contre, en sachant ça, en sachant que le mode est de 2, ça veut dire que le salaire qui revient le plus souvent, c'est 2, en sachant que la médiane, donc la donnée au centre, est de 4. Ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, la moyenne à 6 000 par mois est un petit peu, est très affectée, en fait, sûrement par des valeurs très grandes, qui sont celles, dans le fond, du patron et de son frère, là, qui font fortement augmenter la moyenne. Si on enlevait ces deux données-là, qui sont assez extrêmes, ben, la moyenne serait beaucoup plus près, en fait, des autres données, là, autour de 3 000 par mois. Donc, quand on nous donne une mesure de tendance centrale, c'est bien. Ça nous donne une certaine information, mais pour prendre une décision éclairée, il faut avoir plusieurs statistiques, plusieurs mesures de tendance centrale. Donc, 2, c'est encore mieux, puis même 3. Donc, si on avait ces trois informations-là, justement, le mode, la médiane et la moyenne, on serait déjà plus en mesure de dire, ouais, il ne faut pas trop se fier à la moyenne parce que ce qui revient le plus souvent, c'est plus des 2 000 puis celle qui est vraiment au centre, c'est plus 4 000 et si on avait en plus une mesure de dispersion, donc là, ça, ce sont des mesures de tendance centrale, donc ils donnent une tendance centrale, un aperçu global des données, de la distribution. Puis une mesure de dispersion donne une indication sur comment ces données-là sont réparties, comment ils sont dispersés. Donc l'étendue nous donne, dans le fond, c'est la différence, en fait, entre la donnée maximale, 48 000 par mois, et la donnée minimale, qui est 2 000 par mois. Donc, la différence va être de 46 000. Donc, si on avait encore là cette information-là qui s'ajoutait que l'étendue de 46 000, ça nous montre qu'entre la personne qui gagne le salaire, le plus petit salaire et celle qui gagne le plus gros salaire, bien, il y a un écart de 46 000 par mois, ce qui nous montre que, OK, on a des données beaucoup réparties, là, pas nécessairement également, ce qui vient affecter la moyenne dans ce cas-là. Je n'y vais pas plus loin pour l'étendue parce qu'il y a une équipe en fait qui va faire une capsule vidéo sur le minimum, maximum et l'étendue. On peut aussi avoir recours à des outils technologiques. Donc, si j'ai entré mes 23 données dans un tableur comme Excel et automatiquement, après, en ayant entré mes données, je peux lui demander quel est le mode de toutes ces données-là. Automatiquement, il va me donner 2. Quelle est la médiane? Il me met 4. Même s'ils ne sont pas ordonnés, il va s'assurer de les mettre en ordre. Et la moyenne, ici, il me fait la moyenne de toutes ces données-là, il me donne 6. Et l'étendue, même principe. Il n'y a pas la fonction étendue, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le maximum de cette distribution-là, moins le minimum de cette distribution-là. Ça m'a donné 48 moins 2, donc 46. Donc ça, ici, ça se fait automatiquement. Et si j'allais changer une des valeurs, si j'allais remplacer un 5 ici par 1 ou par 100, bien, ça aurait ici une grosse incidence sur la moyenne. Ça n'aurait pas d'incidence sur la médiane et ça n'aurait pas d'incidence non plus sur le mode. Donc, le fait de changer certaines valeurs, ça peut affecter des mesures de tendance centrale, mais pas d'autres. Donc, le mode, lui, il considère seulement les données les plus fréquentes. Et il peut parfois avoir plusieurs modes où donc il pourrait y avoir deux données qui reviennent plus souvent que d'autres. Et il pourrait y avoir aucune donnée, donc aucun mode, s'il n'y a aucune donnée qui revient plus souvent qu'une autre. Donc si elles arrivent toutes une seule fois, par exemple. La médiane, on peut juger qu'elle est quand même stable par rapport aux données extrêmes ou aberrantes. Donc, si on ajoute une autre donnée aberrante, c'est comme un salaire à 100 000 par mois, ben ça n'affectera pas vraiment ou pas du tout la médiane parce qu'elle est affectée, la médiane, seulement par les données du milieu. Seulement, soit la donnée du milieu ou si on avait eu un nombre pair de données, donc si on avait eu 22 données ou 24 données au lieu de 23, on aurait pris les deux données du centre et on aurait fait la moyenne des deux données au centre. Donc, et la moyenne, elle prend en compte toutes les données. Donc, elle va être très affectée par une donnée extrême ou une donnée aberrante. Comme c'est le cas ici là, avec 20 et 48 qui affecte beaucoup la moyenne. Une autre façon où on pourrait aussi utiliser des outils technologiques, c'est de représenter les données. Donc, ici, j'ai fait représenter en fait dans le fond, qu'on a 10 employés qui gagnent chacun 2 000 par mois. On a ici 5 travailleurs qui gagnent 4 000 par mois, 6 travailleurs qui gagnent 5 000 par mois et ici notre frère qui gagne 20 000 par mois et le patron à 48 000 par mois.
On a déjà vu, dans le fond, deux sens, deux raisonnements de la moyenne qui sont la répartition équitable et le nivellement. On a vu aussi l'algorithme qui travaille pas tant que ça le sens, mais qui est quand même un raisonnement plus procédural, plus automatique lié à la moyenne. Ici, j'ajoute le sens de point d'équilibre comme raisonnement pour la moyenne. Donc, c'est l'idée que si elles sont réparties comme ça, mais toutes mes données, euh, et que je venais ici là, comme faire placer mon doigt pour savoir, comme si c'était une balance en fait. Puis, je dois savoir où est-ce que je dois aller placer mon doigt pour que ça tienne bien. Là. Tout ça, j'ai différents poids ici qu'on voit qui seraient sur une tige et je veux savoir où je dois aller placer. Donc, c'est très clair que si je venais placer ici mon doigt, ou le centre, le pivot de la balance, ben c'est sûr qu'elle va pencher d'un côté. Donc, et ici, le point d'équilibre, ce serait de voir dans le fond la moyenne comme un point d'équilibre. Donc, à 6 000 par mois, c'est ici que j'aurais ma moyenne et c'est ici que je viendrais placer mon pivot de la balance pour que tout ça tienne en équilibre. Un autre exemple, ici, on voit souvent la moyenne en lien avec des notes, des résultats en pourcentage. Donc, si on regardait ici, la moyenne, on se demande est-ce qu'elle est représentative de la distribution. Donc, on a ici 6 élèves qui ont eu leurs résultats, dans le fond, à 5 examens chacun. Et on voit que chacun d'eux a la même moyenne, finit avec une moyenne de 79. Pourtant, on pourrait remarquer que ces élèves-là ont des profils bien différents. Donc, si on regarde l'élève A, par exemple, euh, l'élève A a très bien commencé ses 3 premiers examens, puis après s'est mis à avoir une chute drastique dans ses notes, puis termine avec une moyenne de 79. L'élève B, c'est complètement le contraire, a commencé vraiment au ralenti, puis s'est surpassé à la fin. L'élève C serait l'élève le plus constant, qui a toujours des notes très près de 79. L'élève D a eu un faux départ au début, puis après n'a eu que des excellentes notes pour terminer quand même à une moyenne de 79. L'élève E a eu une progression, en fait une régression constante de 10% à chaque nouvel examen. Puis pour l'élève F, c'est le contraire, ça a amélioré de 10% à chaque examen. Donc ces 6 élèves-là ont une moyenne de 79, mais pourtant on pourrait penser que vraiment il y a des élèves peut-être que cette note-là, en fait, ne représente pas bien aucun de ces élèves-là, sauf peut-être l'élève C, qui est très constant, puis ça représente bien sa note, là, 79. Mais pour les autres, on pourrait tous penser que 79 ne représente pas bien euh, les notes des 5 examens. D'autant plus si on se demande si ce sont des examens récapitulatifs, ben, ceux qui terminent avec une note à 100%, si l'examen 5 était récapitulatif, ben, on pourrait penser que d'avoir 79 comme moyenne, c'est vraiment pas, ça décrit vraiment pas bien la compréhension de cet élève-là. Aussi, pour montrer que la moyenne ne représente pas toujours bien une distribution, j'aime bien la métaphore qui dit que si j'ai la tête sur un calorifère et les pieds sur un bloc de glace, ben, en moyenne, je suis très confortable. Dans le fond, je suis à une température très confortable. Ben, ce qui est tout à fait faux. En fait, j'ai la tête qui brûle puis j'ai les pieds qui gèlent. Donc, en moyenne, je ne suis pas confortable. Donc, c'est l'idée ici que des fois, la moyenne ne représente pas bien aucune des données de ma distribution. Donc, ensuite, il y a Gattuso qui présente dans son article différentes difficultés, conceptions puis raisonnements liés à la moyenne. Ben, puis, met un petit peu en doute le fait que l'algorithme lié où on fait juste pour la moyenne, où on fait juste additionner et diviser, ben, on n'est pas vraiment dans le sens, on ne travaille pas vraiment le sens de la moyenne ici. Puis tout ce qu'on fait, c'est de faire des calculs qui ne sont pas nécessairement raisonnés. Donc, pour travailler le sens de la moyenne, ben, il faut travailler plus avec différents raisonnements. Il y a différentes conceptions et difficultés qui sont reliées à la moyenne, donc c'est pas simple. Euh, Par exemple, le fait qu'il y a des élèves qui confondent la moyenne avec le mode ou avec la médiane. Ça amène justement à travailler ces différents, à distinguer dans le fond ces différentes mesures de tendance entre elles-là. Le fait d'avoir une donnée nulle, comme c'était le cas dans la dernière capsule vidéo sur l'évaluation diagnostique, il y a des élèves qui ne vont pas considérer la donnée nulle, alors que si on la considère une donnée à zéro, ça va affecter souvent beaucoup la moyenne. Si la moyenne est
valeur décimale ou une valeur fractionnaire, ça peut créer des problèmes. Donc, dans le calcul, tout ça, ben c'est plus difficile que si la moyenne est un nombre entier. Si la moyenne n'est pas une des données, ça aussi, ça peut créer problème parce qu'il y a des élèves qui vont dire, ah ben ça se peut pas, par exemple, dans la distribution précédente pour les examens, je pourrais pas avoir une moyenne de 79 parce que c'est jamais arrivé dans aucun des 5 examens que j'ai eu 79. Mais on n'a pas besoin qu'il y ait une des données qui soit de 79 pour que la moyenne soit de 79. Donc ça, ce sont différentes conceptions, difficultés qui sont reliées à la moyenne. Il y en a d'autres. Puis, l'idée, c'est que comme enseignant, en fait, on peut jouer sur les variables didactiques. Par là, ce que je veux dire par là, c'est que les, euh, les variables didactiques, c'est tous les éléments qui font qu'un problème va être plus simple ou plus complexe à réaliser. Donc, si j'ai un exemple, si j'ai un calcul de moyenne très simple avec quelques, euh, quelques données, qu'il n'y a pas pas de données nulles, que la moyenne est une valeur entière, que la moyenne est aussi une des données, ben là, ce problème-là risque d'être très bien réussi par les élèves. Si au contraire, je veux jouer sur mes variables didactiques et par le choix des nombres et tout ça, je m'arrange pour qu'il y ait une possibilité de confusion avec le mode de la médiane, qu'il y ait une donnée nulle, que la moyenne soit un nombre décimal ou un nombre fractionnaire, et que ici il n'y a pas de S, pardon, et, et si la moyenne aussi n'est pas une des données. Donc ça peut, ce sont plein d'éléments qui peuvent jouer sur la complexité du problème. Donc c'est ça l'idée de jouer sur les variables didactiques, donc de jouer sur le problème pour faire qui va être plus facile ou plus difficile. Puis ça, selon le niveau où on enseigne, ben, quand on commence à travailler avec la moyenne, on va y aller avec des problèmes plus simples, puis au fur et à mesure, on va ajouter un niveau de complexité. Il y a l'idée aussi de provoquer les conceptions. Donc, ces conceptions-là, ici, on peut vouloir les provoquer, vouloir qu'elles ressortent pour pouvoir les confronter par la suite. Donc, c'est pas le but de les éviter pour jamais que ça arrive. Donc, il faut de temps en temps avoir un problème de moyenne avec une donnée nulle, avec une donnée égale à zéro, pour être capable de voir est-ce qu'il y a des élèves qui ont encore cette difficulté-là. Gattuso aussi, dans son article, fait ressortir différentes propriétés de la moyenne. Par exemple, que la moyenne est toujours quelque part entre les données extrêmes, donc, toujours quelque part entre le minimum et le maximum. Pas nécessairement au milieu, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pourrait pas avoir une valeur moyenne qui serait plus grande que toutes les données ou plus petite que toutes les données. Elle doit être quelque part entre le minimum et le maximum. Une autre des propriétés, c'est que la somme des écarts est nulle. Donc, si j'ai une donnée qui est à une valeur de 3 au-dessus de la moyenne, ben, j'en ai une autre quelque part qui doit être à 3 en dessous de la moyenne, ou en tout cas que toutes mes sommes de mes écarts par rapport à ma moyenne doivent s'annuler pour arriver à zéro. C'est l'idée, en fait, de si je faisais un nivellement, par le raisonnement du nivellement, si je réussis à tout niveler, ben, tous mes écarts à la moyenne vont s'annuler, puis on va se retrouver avec un niveau là, égal à la moyenne. Donc, les raisonnements qu'on va avoir vus, dans le fond, on va en avoir vu 4. Donc, il y a l'algorithme, qui est un raisonnement, mais avec lequel on ne travaille pas beaucoup le sens. Donc, ceux qui nous semblent en didactique surtout important à travailler, surtout au début pour introduire le concept de moyenne, c'est la répartition équitable. Donc, l'idée qu'on prend toutes les valeurs ensemble, puis on les répartit après équitablement pour que chacun ait le même nombre. Le nivellement, qui est l'idée que les plus riches donnent aux plus pauvres, là, le raisonnement Robin des Bois que j'avais appelé. Et le point d'équilibre qu'on vient tout juste de voir tout à l'heure avec l'idée de balance. Et quand on veut travailler ces raisonnements-là, ben, le matériel devient primordial. Puis, un peu comme je l'ai fait dans une capsule vidéo précédente, je pense que ça peut être intéressant de leur demander, au lieu de leur donner une distribution et de leur dire calculer la moyenne, on pourrait leur dire trouver une distribution à partir de certaines contraintes. Donc, trouvez-moi une distribution où j'ai 4 données avec une moyenne de 76, comme je vous avais dit. On pourrait dire trouver une distribution où j'ai 4 données, une moyenne de 76 et une médiane de 72. Etc. On pourrait comme ça ajouter des contraintes, ce qui amène à réfléchir un petit peu à ces mesures de tendance centrale-là, et il y a souvent plusieurs réponses possibles. Donc, dans cette capsule, qu'est-ce qu'on a pu faire? Je vous invite à me résumer ce que vous retenez de cette capsule. De mon côté, je pense qu'on a pu montrer les limites de chaque mesure de tendance centrale quand on les prend séparément. Elles ont chacune des limites, mais elles sont aussi complémentaires si on les prend toutes ensemble. On a pu souligner l'importance de l'interprétation des données. Donc, ce n'est pas seulement le calcul qui est important, mais c'est à partir du calcul de la moyenne, une fois qu'il est fait, comment on peut interpréter puis voir à partir des données, la distribution des données. On a fait ressortir que la moyenne, c'est un concept complexe
Il s'accompagne de différents raisonnements, conception, difficulté, erreur, puis on peut jouer sur les variables didactiques justement pour, pour pouvoir faire travailler dans le fond notre moyenne pour que ça soit un concept un petit peu moins complexe ou un peu plus complexe selon ce qu'on veut travailler avec les élèves. Donc, merci de votre attention.